Dans un moment de faiblesse, ma mère a refusé de garder mon enfant de 3 ans. On n'est pas libre. On a des projets, a-t-elle dit. J'ai appelé la babysitter et annulé les mensualités de $3000 que j'avais secrètement versées sur leur prêt immobilier depuis 6 ans. Soit un total de $500 000. Ils n'ont rien remarqué jusqu'à ce que mon grand-père entre dans ma chambre d'hôpital. Je m'appelle Nathalie Mercé. J'ai 30 ans et il y a 6 mois, j'étais allongé dans une salle d'intervention d'un grand hôpital de Chicago pendant qu'une infirmière resserrait un brassard de tensiomètre autour de mon bras et qu'une autre infirmière me disait de ne pas paniquer. C'est difficile à faire. Mon mari était déployé avec la marine militaire quelque part au milieu de l'océan, injoignable. Mon fils de 3 ans était à la garderie en banlieue et le centre fermait à 5 heures. J'avais moins d'1 heure avant que quelqu'un doive aller le chercher et j'étais sur le point d'être emmené en salle d'opération. Alors, j'ai appelé la seule personne qui, je le pensais, n'ignorerait jamais ce genre d'urgence. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie, ayant déjà l'air agacée. Je lui ai dit que mon petit garçon avait besoin de quelqu'un de familier pour venir le chercher, l'amener dans un endroit sûr et lui dire que sa maman irait bien. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, nous ne sommes pas disponibles. Nous avons déjà des projets. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai dit, maman. Le docteur dit qu'ils doivent accoucher le bébé tout de suite. Elle a soupiré comme si j'avais interrompu sa manucure. Elle a dit qu'ils avaient des billets pour Taylor Swift, des places de revente pour lesquelles ils avaient payé un montant ridicule, et que ma sœur avait pris l'avion pour le week-end. Puis elle a ajouté, tu es une adulte. Appelle une babysitter. L'infirmière à côté de moi s'est figée. Même l'anesthésiste a regardé mon téléphone comme s'il l'avait personnellement offensé. J'ai demandé une dernière fois parce que je ne pouvais pas croire qu'un concert importait plus que l'accouchement de sa fille et que son petit-fils soit bloqué à la garderie. Ma mère a dit, ne rends pas cela dramatique. Nous avons déjà élevé nos enfants. Débrouille-toi. Puis elle a raccroché. Je tremblais tellement que l'infirmière a dû m'aider à composer le numéro d'une agence professionnelle de garde d'enfants. Une babysitter a accepté de venir chercher mon fils dans les 20 minutes et de rester aussi longtemps que nécessaire. Pendant que l'infirmière me disait que nous devions y aller maintenant, j'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts engourdis. J'ai annulé le transfert hypothécaire de $3000 que j'avais secrètement fait chaque mois pendant 6 ans. Puis j'ai annulé les paiements de prêts, les prélèvements d'assurance, les prélèvements des services publics et chaque sauvetage silencieux qui avait gardé mes parents dans le confort pendant que je maintenais à peine ma propre famille ensemble. Dommages totaux, plus de $500 000. Ils ne le savaient pas encore. Ils se préparaient probablement pour leur concert, souriant pour les photos, pensant que je serais toujours la fille responsable qui nettoyait chaque gâchis. Avant que je vous dise ce qui s'est passé quand grand-père est entré dans ma chambre d'hôpital et que tout le visage de ma mère a changé, dites-moi ceci. Quel temps fait-il d'où vous regardez? Et est-ce que cela correspond à votre humeur en ce moment? Aussi, indiquez d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Parce qu'à la seconde où j'ai appuyé sur annuler, je ne faisais pas qu'arrêter les paiements. Je mettais fin à 6 ans d'être la banque secrète de ma famille. La vérité était que ma mère n'était pas simplement devenue égoïste. Cet après-midi-là, elle m'entraînait à la sauver depuis que j'étais assez en âge pour comprendre que l'amour dans notre famille venait toujours avec une facture. Quand j'avais 24 ans, récemment promu dans un cabinet d'expertise comptable judiciaire dans la banlieue de Chicago, je me suis arrêté chez mes parents après le travail et j'ai trouvé un avis de saisie plié sous un catalogue de courses sur l'îlot de la cuisine. Ma mère a essayé de me l'arracher, mais j'avais déjà vu les lettres rouges. Leur prêt hypothécaire avait 3 mois de retard. Leur prêt sur la valeur domiciliaire était en défaut de paiement. 2 cartes de crédit avaient été envoyées en recouvrement. Mon père, Alan, avait pris une retraite anticipée de son emploi à la paix parce que ma mère n'arrêtait pas de dire que son stress ruinait ses rêves de retraite. Mais les calculs n'avaient jamais été bons. Sa pension couvrait l'essentiel. Elle ne couvrait pas leur maison de ville, 2 voitures en location, les cotisations au club privé, les voyages en Floride, les primes d'assurance médicale, les brunchs, les rendez-vous au salon de beauté et tous les luxes que ma mère qualifiait de normaux. Je me souviens être assise à leur table de cuisine pendant que mon père se frottait les tempes et que ma mère pleurait comme une femme punie par l'univers au lieu de ses conséquences. Elle a dit, nous allons tout perdre. Ton père est humilié. Je ne peux pas survivre en étant la femme qui a perdu sa maison à cet âge. J'étais assez jeune pour croire que si je les sauvais une fois, ils me verraient enfin.
Alors, j'ai appelé la banque. J'ai négocié. J'ai mis en place le premier paiement automatique, $3000 par mois pour le prêt hypothécaire. Puis la marge de crédit sur la valeur domiciliaire avait besoin de $1200. Ensuite, leur assurance automobile et un prêt automobile avaient besoin de $900. Puis le règlement de la carte de crédit exigeait 00, puis les primes médicales, les frais de l'association des propriétaires, le gaz, l'électricité, l'eau et les transferts d'urgence ont commencé à apparaître comme des mauvaises herbes à travers le béton. Au début, je me suis dit que ce ne serait que pour 6 mois. Puis 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu 6. Au moment où je me trouvais dans cette salle préopératoire à tout annuler, j'avais payé plus de $500 000 pour garder mes parents dans le confort. Pas en vie, dans le confort. Il y a une différence. Ils ne mangeaient pas de haricots en conserve dans l'obscurité. Ils publiaient des photos depuis les piscines des complexes hôteliers. Ils sirotaient des cocktails lors de collectes de fonds. Ma mère achetait des sacs à main de créateurs dans les magasins d'usine et les appelait des bonnes affaires. Mon père jouait au golf le mercredi et prétendait qu'il ne savait pas que les chiffres étaient impossibles. Pendant ce temps, je conduisais une vieille voiture cabossée avec un rétroviseur latéral fissuré parce que le remplacer semblait irresponsable. Je découpais des coupons de réduction. Je faisais des emplois d'appoint pendant la saison des impôts. Je retardais l'achat d'une maison avec mon mari parce qu'à chaque fois que nous économisions assez pour un acompte, ma mère avait une autre urgence qui impliquait d'une manière ou d'une autre son image. Elle devait conserver son abonnement au club privé parce que ses amis allaient parler. Elle devait aider ma sœur avec un nouvel appareil photo parce que Kelsey construisait sa marque. Elle avait besoin d'un billet d'avion parce que Kelsey passait un mois difficile. Kelsey était l'enfant chéri. Elle était une créatrice de contenu axée sur le style de vie qui appelait les séances photos de marque non rémunérées des investissements de carrière. Mes parents admiraient sa liberté, sa créativité et la façon dont elle pouvait transformer un bol de fruits en une vidéo de 30 secondes et appeler cela du travail. Quand j'obtenais des promotions, ma mère disait « Cela semble stressant ». Quand Kelsey obtenait 5000 vues sur une vidéo de routine matinale, ma mère la publiait avec des cœurs. Quand je lui demandais si elle pouvait garder Owen pendant 2 heures pour que je puisse assister à un dîner avec un client, elle disait que les tout-petits l'épuisaient. Quand Kelsey a pris l'avion pour un week-end de concert, ma mère a vidé son calendrier. La partie la plus difficile n'était pas l'argent. C'était que je payais pour être ignoré. J'étais la fille responsable, la fille utile, celle qui ne faisait pas de scène. Il demandait rarement comment j'allais pendant que mon mari était déployé. Il ne demandait jamais comment je gérais la sortie de la garderie, les délais de travail, les rendez-vous de grossesse et une maison qui semblait trop calme la nuit. Il disait « Tu es si forte », comme si la force signifiait qu'il n'avait jamais à être présent. Au moment où j'ai appelé de l'hôpital, j'avais déjà passé 6 ans à prouver que je les protégerais. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un après-midi de protection en retour, et ils ont choisi des places au parterre, des bottes à paillettes et un blog vidéo de week-end plutôt que moi. C'est alors que quelque chose en moi a enfin compris la vérité. Je n'avais pas aidé ma famille. J'avais financé ma propre négligence. L'opération a duré près de 3 heures. Je me souviens de la salle d'opération froide, des lumières blanches brillantes et de l'anesthésiste me disant de continuer à respirer pendant que les gens se déplaçaient rapidement autour de moi. Je me souviens avoir demandé si mon bébé était en vie. Je me souviens que quelqu'un a dit « Nous bougeons rapidement, Nathalie ». Puis il y a eu une pression, des voix, un cri si petit que j'ai presque cru l'avoir imaginé, puis plus rien. Quand je me suis réveillé, ma gorge était sèche, mon corps semblait divisé en 2, et mes premiers mots ont été « mes garçons ». Une infirmière s'est penchée près de moi et m'a dit que mon enfant de 3 ans était en sécurité. Elle m'a dit que la babysitter était allée le chercher à temps, lui avait donné des croquettes de poulet, avait trouvé son pyjama dinosaure dans le sac de nuit que j'avais à peine réussi à décrire. Et l'avait amené dans la salle d'attente de l'hôpital avec des livres et des crayons. Elle m'a ensuite annoncé que mon nouveau-né se trouvait à la pouponnière. Il était né à 34 semaines, plus petit que prévu, ayant besoin d'aide pour respirer, mais se battant. Il s'appelait Miles. J'ai pleuré avant même de l'avoir vu. Pas des pleurs bruyants, le genre silencieux où les larmes glissent dans vos cheveux parce que vous êtes trop faible pour les essuyer. Quelques heures plus tard, la babysitter est entrée. Elle s'appelait Linda Parker. Elle avait la cinquantaine bien entamée, était calme, pratique et chaleureuse d'une manière qui me faisait mal. Elle est entrée dans ma chambre comme si elle connaissait ma famille depuis des années.
Elle a dit, Owen est endormi. Il a eu peur, mais il s'en sort à merveille. Je lui ai dit que maman avait des docteurs courageux et que son petit frère est arrivé tôt parce qu'il était impatient de rencontrer tout le monde. Puis elle m'a tendu un dessin au crayon. Owen m'avait dessiné comme un bonhomme allumette dans un lit d'hôpital avec un immense sourire et un tout petit bébé flottant à côté de moi. En dessous, Linda l'avait aidé à écrire « Maman est courageuse ». Cela m'a fait plus mal que l'opération elle-même. Cette femme, une inconnue que j'avais engagée avec ma carte de crédit alors que je me préparais à ma césarienne, a donné à mon fils plus d'amour en 4 heures que ma mère en 3 ans. Linda est restée cette nuit-là, puis le lendemain, puis le jour d'après. Elle a appris les routines d'Owen, l'a emmené à la garderie, l'a ramené pour me rendre visite, a envoyé des photos quand j'étais trop faible pour m'asseoir. Et ne m'a jamais fait sentir une seule fois que mes enfants étaient un inconvénient. La facture de l'agence a grimpé à plus de 4 000 $ avant même que la demande de congé d'urgence de mon mari ne passe par la chaîne de commandement militaire. Je l'ai payé sans ressentiment. Pour une fois, je payais quelqu'un qui était réellement présent. Ma mère n'a pas appelé ce premier jour. Pas quand j'étais en salle d'opération. Pas lorsque Miles a été admis en unité de soins intensifs néonatales. Pas quand Owen a dormi dans une salle d'attente d'hôpital avec une étrangère. Elle n'a pas envoyé de message pour demander si j'étais en vie. Mon père non plus. Kelsey a publié des extraits du concert cette nuit-là, des paillettes sur les joues, ma mère dansant derrière elle avec un gobelet en plastique à la main. La légende disait « Meilleure nuit avec mes femmes préférées ». J'ai fixé cette publication depuis mon lit d'hôpital et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère s'installer dans ma poitrine. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. Je l'ai ignorée. Elle a rappelé. Puis mon père, puis ma mère à nouveau. À midi, j'avais 27 appels manqués. Pas un seul message vocal ne demandait des nouvelles de Miles. Finalement, j'ai répondu parce que je savais déjà ce qui s'était passé. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé au bout du couloir, où une infirmière transportait des petits biberons de lait vers le service de néonatologie. J'ai dit « J'ai subi une opération d'urgence, maman. Ton petit-fils est aux soins intensifs. Merci de le demander. » Elle a rétorqué « Ne commence pas avec ces bêtises de culpabilité. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. La banque a appelé ton père. Le paiement de la marge de crédit a été refusé aussi. Que as-tu fait à nos comptes ? J'ai dit que j'avais annulé les transferts. Un silence. Quel transfert ? Ce que je fais depuis 6 ans. L'hypothèque, le prêt sur la valeur domiciliaire, le paiement de la voiture, l'assurance, les services publics, les primes médicales, les cartes de crédit, l'argent d'urgence à chaque fois que tu prétendais que quelque chose de terrible arriverait si je ne l'envoyais pas avant vendredi. Ma mère a respiré comme si elle avait été giflée. C'était toi. J'ai presque ri. Même alors, elle n'a pas dit merci. Elle a dit, tu n'avais pas le droit d'arrêter sans nous prévenir. J'ai pressé ma paume sur mon blessure et j'ai dit, tu as été prévenu. Je t'ai prévenu depuis une salle préopératoire que j'avais besoin d'aide. Tu m'as dit d'appeler une babysitter. Tu étais dramatique, a-t-elle dit. Tu fais toujours en sorte que les choses paraissent pires qu'elles ne le sont. J'ai regardé la perfusion dans mon bras. J'ai pensé à Miles, allongé sous la lumière verte de l'unité de soins intensifs néonatales. J'ai dit, mon enfant de 3 ans avait besoin de sa famille et tu as choisi un concert. Elle a dit, ces billets étaient chers. J'ai dit, ton style de vie aussi et j'ai fini de payer pour ça. Mon père a pris la ligne à ce moment-là, sa voix basse et faible. Chérie, pouvons-nous parler de ça quand tu te sentiras mieux ? Nous allons perdre la maison. J'ai dit, alors peut-être que vous auriez dû traiter la personne qui l'a payée comme si elle avait de l'importance. Ma mère est revenue au téléphone en pleurant maintenant, mais pas par amour, par perte de contrôle. Elle a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai répondu, vous m'avez élevé. Je vous ai remboursé avec des intérêts. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais plus de peur. Pour la première fois en 6 ans, le silence après son appel m'a fait l'effet d'oxygène. Les appels ne se sont pas arrêtés. Ils se sont multipliés. Ma mère a appelé de son téléphone, du téléphone de mon père, du téléphone de Kelsey et de numéros que je ne reconnaissais pas. Quand j'en bloquais un autre apparaissait.
Elle a envoyé des messages qui commençaient par s'il te plaît, devenez comment as-tu pu et se terminaient par tu es en train de détruire la santé de ton père. Mon père a laissé un message vocal disant qu'il avait une oppression thoracique due au stress, ce qui m'a terrifié jusqu'à ce qu'une tante m'envoie discrètement un message disant que les urgences avaient qualifié cela de reflux gastrique. Ma mère l'utilisait quand même comme une arme. Elle a publié un long message sur Facebook à propos de sa fille cruelle qui abandonnait ses parents vieillissants après une vie de sacrifice. Elle a écrit qu'elle et mon père m'avaient tout donné, que j'étais devenue froide et obsédée par l'argent, que je les punissais parce qu'ils avaient une soirée de projet qu'ils ne pouvaient pas annuler. Elle a omis l'opération d'urgence. Elle a omis ma tension artérielle. Elle a omis l'heure de fermeture de la garderie. Elle a omis la babysitter. Elle a définitivement omis les 500 000 $. Les gens l'ont cru parce que les gens aiment un méchant simple, et elle avait fait de moi ce méchant. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des paragraphes sur le respect. Une amie du club privé a écrit « Une fille qui laisse ses parents perdre leur maison n'a pas de cœur ». Une femme de leur église m'a envoyé un verset de la Bible sur le fait d'honorer son père et sa mère. J'ai eu envie de répondre avec un verset sur le fait de ne pas provoquer la colère de ses enfants, mais je n'avais plus de force. Je devais tirer mon lait toutes les 3 heures, en faisant péniblement le trajet du parking jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales, je passais des appels vidéo à mon mari chaque fois que la connexion du navire le permettait. Et j'essayais de faire en sorte qu'Owen ait l'impression que son monde n'avait pas été bouleversé. Pas une seule de ces personnes n'a demandé si Miles était stable. Pas une seule n'a demandé si Owen allait bien. Pas une seule n'a demandé si j'avais besoin d'un repas, d'un trajet, d'une chemise propre ou de 10 minutes pour pleurer. Cela m'en a dit long sur l'histoire que ma mère leur avait vendue. 3 semaines après l'opération. J'étais à la maison pour la nuit avec Owen tandis que Miles était toujours dans l'unité de soins intensifs néonatales. Le congé d'urgence de mon mari n'avait duré que quelques jours avant qu'ils ne doivent repartir. Je venais juste de mettre Owen dans son pyjama dinosaure quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes parents sous le porche. Ma mère portait un manteau crème, un rouge à lèvres parfait, les yeux rouges d'une manière que je savais qu'elle avait pratiquée dans la voiture. Mon père se tenait derrière elle tenant un dossier, ayant l'air de souhaiter que le trottoir l'engloutisse. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Ma mère a eu l'air offensée avant même de parler. Tu nous fais sérieusement attendre dehors? J'ai dit, oui. Elle a essayé de pousser la porte et la chaîne s'est tendue. Nathalie, arrête d'être puérile. Nous devons parler comme une famille. J'ai dit, les familles répondent au téléphone quand leur fille dit qu'elle est en grand danger. Son visage s'est durci. Tu exagères encore ça. Tu es debout ici, n'est-ce pas? Je me suis figé. J'ai dit, mon fils est toujours dans l'unité de soins intensifs néonatales. Ton petit-fils a une sonde d'alimentation. Ne qualifie plus jamais cela d'exagération. Mon père a chuchoté, ta mère ne le pensait pas de cette façon. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une déception différente. Il avait toujours été le plus doux, mais la douceur n'est pas la même chose que la bonté quand elle ne protège jamais personne. Il a ouvert le dossier et a dit, nous avons fait une liste. Si tu relances l'hypothèque et couvres les paiements urgents pendant 3 mois, nous pourrons élaborer un plan. J'ai demandé, quel plan? Vendre les voitures, annuler le club, déménager dans un endroit plus petit. Ma mère a rétorqué, c'est notre maison. Nous avons travaillé toute notre vie pour l'avoir. J'ai dit, vous l'auriez perdu il y a 6 ans sans moi. Vous avez eu 6 années supplémentaires parce que je me sentais trop coupable pour arrêter. C'est fini. Elle a dit, tu nous es redevable. Nous t'avons donné la vie. J'ai regardé au-delà d'elle la rue calme et j'ai dit, je dois à mes enfants une mère qui ne ruine pas leur avenir pour des gens qui ne traverseraient pas la ville pour les sauver. Derrière moi, Owen a demandé, maman, pourquoi grand-mère est-elle en colère? L'expression de ma mère a changé instantanément. Elle s'est penchée vers l'ouverture de la porte et a utilisé sa voix la plus douce. Grand-mère veut juste un câlin, bébé. Je me suis interposé devant lui. Non, tu ne l'utilises pas pour m'atteindre. Son masque est tombé. Tu le montes contre nous. J'ai dit, non, maman. Tu as fait ça quand tu l'as laissé à la garderie pendant ma procédure médicale d'urgence. Elle m'a fixé comme si elle voulait crier mais s'est souvenue des voisins. Puis elle a dit doucement, tu regretteras de m'avoir humilié. J'ai fermé la porte. Elle a tapé dessus pendant près de 10 minutes pendant que mon père la suppliait d'arrêter.
Owen a pleuré parce qu'il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qui prétendait l'aimer avait l'air si en colère. Je l'ai serré contre moi sur le canapé et je lui ai dit que les adultes ont parfois de gros sentiments, mais que cela ne signifiait pas que nous devions ouvrir la porte. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi contre mon épaule, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement coupé l'argent. J'avais coupé l'accès. Et pour ma mère, c'était impardonnable. La première fois que j'ai rencontré grand-père Arthur en tant qu'adulte, j'étais assise à côté de la couveuse de Miles avec une main à travers la petite ouverture ronde, posant un doigt contre son petit pied. Il était plus petit que ne devrait l'être n'importe quel bébé, enveloppé de fils, de rubans adhésifs et d'espoir. L'unité de soins intensifs néonatales avait son propre rythme étrange. Des bips doux, des mises à jour chuchotées, des infirmières se déplaçant comme des anges silencieux, des parents apprenant à célébrer une once supplémentaire, un biberon terminé, une alarme en moins. Une infirmière est venue me voir cet après-midi-là et a dit, « Il y a un monsieur qui demande à vous voir au bureau. Il dit qu'il est votre grand-père. » J'ai failli lui dire qu'elle s'était trompée de personne. Les parents de mon père étaient décédés. Le père de ma mère était mort quand j'étais petite. Du moins, c'était l'histoire qu'on m'avait racontée. J'ai demandé son nom. L'infirmière a vérifié le bout de papier dans sa main et a dit, « Arthur Whittaker. » Mon estomac s'est noué. Ce nom vivait à l'arrière-plan de mon enfance comme une pièce verrouillée. Je me souvenais l'avoir entendu une fois lors d'une dispute quand j'avais 7 ans, et ma mère avait crié, « Cet homme n'existe plus pour moi. » Après cela, il était tout simplement mort. Pas de photos, pas d'histoire, pas de visite pour les grands-parents, juste un espace vide que ma mère contrôlait. J'ai dit à l'infirmière de le faire entrer. Un homme grand et âgé a franchi les portes de l'unité de soins intensifs néonatales une minute plus tard, se déplaçant lentement mais pas faiblement. Il portait un gilet bleu marine, des chaussures cirées, et tenait un petit ours en peluche avec l'étiquette toujours dessus. Ses yeux ont trouvé les miens, et je l'ai reconnu avant de comprendre comment. Il avait les pommettes de ma mère, mais aucune de sa dureté. Il s'est arrêté à quelques mètres comme s'il ne voulait pas m'effrayer. « Nathalie » a-t-il dit doucement. « Je sais que tu ne te souviens probablement pas de moi. » J'ai dit, « Je me souviens des livres. » Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais l'habitude de t'apporter des livres à chaque anniversaire jusqu'à ce qu'ils commencent à revenir non ouverts. Il a regardé Miles, puis de nouveau moi. Ta tante m'a trouvé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. L'opération, ta mère, l'argent. Je me suis senti gêné, comme si être utilisé par ma famille était quelque chose de honteux que j'avais fait. Il a dû le voir car il a tiré une chaise à côté de moi et a dit, « Ne porte pas une honte qui appartient à quelqu'un d'autre. » Puis il m'a raconté la vérité que ma mère avait enterrée. Il a dit que Vivien avait toujours su comment faire en sorte que les autres se sentent responsables de son confort. Adolescente, si elle échouait à un cours, c'était parce que le professeur la détestait. Si elle dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas, c'était parce que quelqu'un l'avait fait se sentir en insécurité. Si quelqu'un disait non, cette personne devenait cruelle. Arthur a dit qu'il avait essayé d'établir des limites avec elle quand elle était jeune, mais ma grand-mère protégeait chaque mauvais choix. Quand lui et ma grand-mère ont divorcé, Vivien a décidé que le parent qui lui imposait des règles était le méchant, et le parent qui lui permettait tout était l'amour. Arthur n'a jamais disparu. Il a appelé, il a écrit, il a envoyé des cartes à ma mère. Plus tard, il a envoyé des cartes d'anniversaire pour moi et Kelsey. Ma mère les a toutes retournées. Certaines étaient marquées comme décédées pour qu'il arrête d'essayer. D'entendre cela m'a donné l'impression que le sol basculait sous moi. Il a dit, « Elle ne t'a pas seulement dit que j'étais mort, Nathalie. Elle a fait comme si je n'existais plus parce que j'avais cessé d'être utile. » J'ai chuchoté, « Pourquoi venir maintenant ?» Sa mâchoire s'est crispée. Parce que le fait que tu frôles la mort ne l'a pas poussé à t'appeler. La perte de son argent l'a fait, parce qu'une étrangère tenait ton enfant pendant que ta mère chantait dans un stade. Parce que tu as enfin fait la seule chose qu'elle ne tolère pas. Tu as dit non. Puis il m'a parlé de schémas que je n'avais jamais connus. Des années avant d'épouser mon père, ma mère avait failli détruire les finances d'un autre homme. Pas un mari dans l'histoire officielle de la famille, mais une relation sérieuse que tout le monde avait effacée parce que cela donnait une mauvaise image d'elle. Elle l'avait convaincu de co-signer des prêts, de payer le loyer, de financer une idée d'entreprise qu'elle avait abandonnée, et quand il avait refusé d'en faire plus, elle avait dit à tout le monde qu'il était abusif avec l'argent. Arthur a dit, « Ta mère confond l'amour avec l'accès. »
Si elle peut avoir accès à ton portefeuille, à ton temps, à ta culpabilité, à tes enfants, elle appelle ça de la proximité. Si tu fermes la porte, elle appelle ça une trahison. J'ai pleuré alors, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que quelqu'un nommait enfin la chose avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il n'a pas dit qu'elle était toujours ma mère. Il n'a pas adouci la vérité pour se rassurer. Il a dit, tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'abandonnes pas tes parents. Tu refuses de laisser tes fils hériter de ton épuisement. Il a dit qu'il voulait connaître Owen et Miles si je le permettais. Il voulait des dîners le dimanche, des pièces de théâtre à l'école, des cartes d'anniversaire qui parvenaient réellement aux enfants auxquels elles étaient destinées. Il a dit que la famille ne devrait pas seulement arriver quand le chèque est encaissé. Nous sommes restés assis là pendant près de 2 heures pendant que Miles dormait sous les lumières de l'unité de soins intensifs néonatale. Pour la première fois depuis l'opération, je me suis senti moins seul. Puis les portes se sont ouvertes derrière nous, et la voix de ma mère a brisé le silence. Nathalie, nous n'avons pas fini. Arthur s'est retourné lentement. Ma mère a vu son visage et est devenue blanche. Pendant une seconde parfaite, la femme qui avait contrôlé toutes les pièces dans lesquelles j'étais jamais entré n'avait aucune idée de ce qu'il fallait dire. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de l'unité de soins intensifs néonatales, son sac à main serré contre sa poitrine et la panique écrite sur son visage. Pas de la tristesse, pas du regret, de la panique. Elle regardait Arthur comme si un fantôme était sorti d'un mur. Mon père se tenait derrière elle, pâle et silencieux. Et pour une fois, même lui semblait assez choqué pour oublier son scénario habituel. Ma mère a chuchoté, « Papa ». La voix d'Arthur était calme, mais elle portait. « Bonjour, Vivien ». Elle a regardé les infirmières, moi, Miles, puis de nouveau lui. « Que fais-tu ici » a-t-elle dit. « Je rends visite à ma petite-fille et à mon arrière-petit-fils. »« Que fais-tu ici » Elle m'a pointé du doigt sans détourner le regard de lui. Elle est en train de détruire cette famille. Arthur a jeté un coup d'œil vers la couveuse de Miles, puis de nouveau vers elle. Ta fille a failli mourir. Son bébé est aux soins intensifs, et tu es venu ici pour discuter d'un paiement hypothécaire. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est fermée. Elle détestait être résumée avec précision. Je me suis levé lentement, une main sur la chaise, parce que mon ventre tirait encore quand je bougeais trop vite. J'ai dit, tu m'avais dit qu'il était mort. Elle a rétorqué, parce qu'il était mort pour nous. Arthur a dit, non, j'étais gênant pour toi. C'est différent. Le visage de ma mère a rougi. Tu m'as abandonné. Il a secoué la tête. J'ai divorcé de ta mère. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai appelé. J'ai écrit. J'ai envoyé des cadeaux. Tu les as retournés parce qu'un père qui disait non ne correspondait pas à l'histoire de victime que tu préférais. Elle s'est tournée vers moi, désespérée de me ramener dans le rôle qu'elle comprenait. Nathalie, écoute-moi. Il est manipulateur. Il a toujours été manipulateur. J'ai presque ri. Venant d'elle, le mot sonnait volé. J'ai dit, maman, tu as publié en ligne que je t'avais abandonné après tout ce que tu avais sacrifié. As-tu mentionné les 500 000 $? As-tu mentionné Owen à la garderie? As-tu mentionné Taylor Swift? Ses yeux se sont tournés vers une infirmière à proximité. Baisse la voix, a-t-elle dit. Pourquoi? Tu n'as pas baissé la voix sur Facebook. Arthur s'est approché. Pas menaçant, juste calme. Vivien, tu as vécu 6 ans dans une maison que ta fille a payée. Tu as accepté le confort de sa part tout en rejetant ses besoins. Tu l'as regardé porter un foyer de militaires déployés, un tout petit, une grossesse et tes dettes. Et quand elle a eu besoin d'un après-midi, tu as choisi le divertissement. Ma mère a sifflé. Reste en dehors de ça. C'est entre ma fille et moi. Il a dit, non, c'est entre toi et la vérité. Et tu as évité cette rencontre pendant des décennies. Mon père a finalement parlé tristement. Vivien, nous devrions peut-être y aller. Elle s'est retournée contre lui. Ne commence pas. Nous perdons la maison à cause d'elle. J'ai regardé mon père et j'ai dit, non, papa. Vous perdez la maison parce que vous ne pouviez pas vous la permettre tous les deux. Je n'ai fait que retarder la réalité.
Il a baissé les yeux et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire qu'il était désolé. Mais il a seulement chuchoté, nous ne savons pas où nous allons aller. Arthur a dit, vous irez quelque part que vous pouvez vous permettre. Ta pension peut couvrir un appartement modeste. Tu devras peut-être vendre la deuxième voiture et annuler le club. Ce n'est pas être sans abri. C'est faire un budget. Une infirmière s'est approchée, professionnelle mais ferme. Madame, c'est une unité de soins intensifs néonatales. Vous contrariez les familles et le personnel. Vous devez partir. Ma mère s'est redressée comme si elle avait été insultée par la direction d'un hôtel. Je suis la grand-mère de ce bébé. L'infirmière m'a regardé. J'ai dit, elle n'est pas sur la liste des visiteurs. Cette phrase a frappé plus fort que je ne l'espérais. Ma mère m'a fixé, véritablement abasourdi. Tu m'empêcherais de voir mon petit-fils? J'ai dit, tu t'es empêché de le voir toi-même quand tu as choisi de ne pas demander s'il était en vie. La sécurité est arrivée un instant plus tard. 2 officiers, discrets et polis, mais indéniables. Ma mère a essayé de pleurer. Puis elle a dit qu'elle était maltraitée par une fille ingrate. Arthur a parlé avant que je ne le puisse. Il a dit à la sécurité qu'elle avait harcelé une patiente en convalescence après une opération et qu'elle était entrée dans l'unité de soins intensifs néonatales après qu'on lui ait dit de ne pas nous déranger. L'infirmière a confirmé. Ma mère a regardé mon père, attendant qu'il la défende. Il n'a rien dit. Pour une fois, le silence ne la protégeait pas. La sécurité l'a escorté vers la sortie pendant qu'elle sifflait que je le regretterais, que la famille était sacrée, qu'un jour mes enfants me traiteraient de la même manière. Je l'ai regardé partir et j'ai ressenti du chagrin, mais pas de culpabilité. Ce n'est pas la même chose. L'hôpital a imposé une restriction de visite dans ma chambre et dans l'unité de soins intensifs néonatales. Ma mère ne pouvait plus passer la réception. 2 jours plus tard, Arthur m'a aidé à écrire mon propre message calme. Pas d'insultes, pas de drame, juste des faits. J'ai écrit que j'avais subi une opération d'urgence, que mon nouveau-né était aux soins intensifs, que ma mère avait refusé de m'aider avec Owen à cause de projets de concert. Et que j'avais cessé de payer plus d'1 demi-million de dollars de dépenses ménagères que je n'avais jamais eu l'obligation de couvrir. Je n'ai joint aucun document privé, mais j'ai précisé que je les avais. Les commentaires ont changé du jour au lendemain. Certaines personnes se sont excusées, d'autres ont disparu. Ma mère a supprimé sa publication originale au matin, mais les captures d'écran avaient déjà circulé dans la famille plus vite que sa version ne l'avait jamais fait. Puis la réalité a frappé à sa porte. Le prêt hypothécaire est devenu en souffrance. Le prêteur de la marge de crédit a commencé à appeler. Le véhicule utilitaire sport en location a été rendu. L'abonnement au club privé a été annulé. Mes parents ont mis la maison de ville en vente, mais il était trop tard pour sauver l'image dont ma mère se souciait. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres à 40 minutes de là. Près d'un centre commercial et d'une épicerie qui ne nécessitait pas de service de voiturier ou de carte de membre. Mon père s'est adapté silencieusement. Ma mère a appelé cela une humiliation. Kelsey m'a appelé 2 semaines plus tard en pleurant parce que maman lui avait demandé de contracter un prêt personnel pour eux. Pour la première fois de sa vie, on a dit à Kelsey qu'elle était égoïste parce qu'elle avait dit non. Elle a dit, est-ce que c'est ce que tu as ressenti en étant toi? J'ai dit, parfois. Elle a chuchoté, je suis désolé. Ce n'était pas de parfaites excuses, mais c'était la première phrase honnête que nous nous étions dites l'une à l'autre depuis des années. Ma mère a perdu la maison qu'elle a choisie au lieu de moi. Mais la vraie punition n'était pas l'appartement. C'était que les gens la voyaient enfin sans l'histoire dont elle s'était enveloppée. 6 mois plus tard. Ma vie n'est pas magiquement facile, mais elle est enfin la mienne. Miles est rentré à la maison après 31 jours avec de minuscules poumons, une forte poigne et un esprit têtu qui faisait dire à chaque infirmière qu'il me donnerait des cheveux blancs. Owen parle encore de Madame Linda, la babysitter qui a sauvé la mise. Et nous lui envoyons toujours des cartes de Noël parce que la famille, ce n'est pas toujours les gens qui partagent votre nom de famille. Parfois, la famille, c'est la personne qui est présente quand c'est gênant. Mon mari est rentré en permission et a pleuré la première fois qu'il a tenu les 2 garçons ensemble. Il n'arrêtait pas de dire qu'il aurait dû être là et je n'arrêtais pas de lui dire la vérité. Il servait son pays. Ma mère se servait elle-même. Il y a une différence. L'argent que j'utilisais pour l'envoyer à mes parents reste maintenant dans ma maison. J'ai constitué un fonds d'urgence.
J'ai ouvert des comptes universitaires pour Owen et Miles. J'ai remboursé des factures médicales. J'ai enfin remplacé le rétroviseur fissuré de ma vieille voiture. Et quelques mois plus tard, mon mari et moi avons fait une offre pour une petite maison avec une cour arrière clôturée. Pas une pièce de musée, pas quelque chose dont ma mère se vanterait. Juste un endroit sûr et chaleureux où mes enfants peuvent grandir sans entendre dire que l'amour doit se mériter par le sacrifice. Grand-père Arthur fait maintenant partie de nos vies. Owen l'appelle Papar. Il vient le dimanche avec beaucoup trop de nourriture, apprend à Owen comment frapper un ballon de football sans utiliser ses mains, tient Miles comme s'il était fait de verre et d'or, et me raconte des histoires sur la famille qu'on avait essayé d'effacer. Il ne me pousse jamais à me réconcilier. Il ne me dit jamais que la colère est malsaine ou que le pardon devrait être précipité. Il dit, guérir, ce n'est pas prétendre que ça n'a pas fait mal. Guérir, c'est décider que la douleur n'a plus le droit de diriger ta vie. Kelsey et moi reconstruisons lentement. Elle a admis qu'elle aimait être la préférée parce que cela ressemblait à de l'amour, mais maintenant elle voit que c'était conditionnel aussi. Ma mère aimait son image, son contenu, son éclat. Elle m'aimait pour mon utilité. Aucune de nous deux n'a été aimée de la façon dont les enfants le méritent. Cette prise de conscience n'a pas tout arrangé, mais elle nous a donné un point de départ. Mon père a envoyé un message par l'intermédiaire d'Arthur pour me demander si je reconsidérerais l'idée de les aider avec le loyer. Arthur lui a répondu qu'une excuse devrait précéder une demande. Mon père n'a jamais répondu. Cela a répondu plus que les mots ne pourraient le faire. Ma mère dit toujours aux gens que je les trahis. Peut-être qu'elle le fera toujours, mais je ne vis plus dans sa version de moi. C'est la leçon que je veux que mes fils apprennent. Les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont une éducation pour les gens qui vous entourent et une protection pour les gens qui dépendent de vous. Les connaissances précieuses ne proviennent pas toujours de livres ou de salles de classe. Parfois, elles proviennent d'un lit d'hôpital, d'un virement bancaire annulé, et de la douloureuse compréhension qu'être une bonne fille ne devrait jamais exiger d'être une mauvaise mère pour ses propres enfants. J'ai passé 6 ans à essayer d'acheter la paix de personnes qui ne savaient que faire augmenter le prix. Maintenant, j'investis dans un avenir différent. Un avenir où mes enfants savent que l'amour est constant, pas transactionnel. Un avenir où l'aide est apportée avec soin, et non utilisée comme une laisse. Un avenir où une femme peut dire non sans s'expliquer à des personnes qui ont profité de son silence. Je n'ai pas perdu ma famille quand j'ai arrêté de payer. J'ai découvert qui était vraiment ma famille. Alors, si vous avez déjà été traité comme le distributeur automatique de billets de la famille tout en étant ignoré quand vous aviez besoin d'aide, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas égoïste de choisir vos enfants. Vous n'êtes pas cruel de protéger votre avenir. Et vous n'êtes pas obligé de continuer à financer des personnes qui vous laisseraient vous briser juste pour se maintenir dans le confort. Parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire est de fermer le portefeuille, de fermer la porte, et enfin de rentrer à la maison. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.